La voix du commissaire-priseur claqua dans l'air moite de Géorgie comme un coup de fouet. Prochain lot, numéro 47, berger allemand mâle, âge inconnu. J'étais resté à l'arrière de la cour improvisée du refuge du comté, transformé pour l'occasion en espace d'enchères. Je n'étais pas venu pour acheter. Ma vieille ferme abritait déjà 2 chats au pelage rebelle et un labrador arthritique nommé César. Le froid de février s'infiltrait à travers ma veste trop fine, tandis que je me tenais parmi une vingtaine d'habitants venus, pour la plupart, chiner poules pondeuses et outils agricoles, vendus en même temps que les animaux invendus. Mise de départ, $1, annonça le commissaire-priseur, visiblement moins enthousiaste à mesure que 2 agents traînaient devant la foule un berger allemand émacié. Les oreilles collées à son crâne, ses yeux furetaient d'un coin à l'autre du public. Un enchevêtrement de cicatrices recouvrait son pelage terne. Il boitait visiblement, sa patte arrière droite à peine effleurant le sol. Agressif non adapté aux familles, propriétaire précédent l'a abandonné, énonça l'homme de sa voix monocorde. $1, quelqu'un ? Un silence inconfortable s'installa. Un toussotement. Le chien s'écrasa contre les jambes du manutentionnaire, tremblant de plus en plus. Si personne n'en veut, il faudra probablement l'euthanasier aujourd'hui, lança le commissaire d'un ton résigné. Dernier appel, $1. Quelque chose dans les yeux de ce chien accrocha les miens à travers la foule. Ce n'était pas de l'agressivité, c'était de la terreur pure, et j'avais déjà vu ce regard, sur des visages bien loin d'ici. Ma main se leva sans que mon cerveau ait le temps de protester. « Adjugé pour $1 à la dame du fond ?» lança le commissaire, soulagé. « C'est votre jour de chance, madame ? Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce dollar allait bouleverser nos devis. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en indiquant la ville depuis laquelle vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. » Je m'appelle Clara Morel, j'ai 34 ans, ancienne infirmière militaire au sein de l'unité de soutien médical 45B, stationnée à Fort Milton. Aujourd'hui, je travaille comme assistante vétérinaire à la clinique des Plaines de Chatham, un endroit où les urgences sont prévisibles et personne ne vous tire dessus. Ma ferme modeste se situe sur un terrain de 3 hectares à la sortie du village, assez éloigné pour qu'aucun voisin ne vienne se plaindre de mes cris nocturnes. Le service m'a appris à sauver des vies, mais on ne m'a jamais vraiment appris à sauver la mienne en rentrant. Je l'ai appelé « fantôme », parce que pendant une semaine, il n'a été que ça. Une ombre qui glissait derrière les meubles dès que j'entrais dans une pièce. Le dossier du refuge indiquait « croisé berger allemand, entre 5 et 7 ans ». Et, dans la section historique médicale, rien, à part un tampon rouge vif, méfiance, peur, agressivité. Mais son corps racontait une toute autre histoire. Une précision militaire avait été ancrée dans ce chien, puis brutalement arrachée par la suite. Ses côtes ressortaient comme les touches d'un piano sous son pelage éteint. Une longue cicatrice partait de son épaule gauche jusqu'au flanc, boursouflée, mal refermée. Sa patte arrière traînait, provoquant un léger cliquetis à chaque pas. La première fois que j'ai voulu lui examiner les dents, il a grondé doucement, comme un avertissement. Pas de la violence. Une mise en garde. Nous avions ça en commun. Ma propriété n'avait rien d'exceptionnel. Une maison vieillotte au porche circulaire, une grange que j'avais transformée en garage et un hectare clôturé où César, mon vieux labrador, passait ses journées à somnoler au soleil. Mes 2 chats, Titus et Isabeau, régnaient à l'intérieur avec un autoritarisme sans faille. Aucun d'eux n'a vraiment apprécié l'arrivée de fantômes. Chatham-sur-Val est une petite bourgade à 20 km à l'est de Fort Milton. Assez petite pour que tout le monde connaisse les affaires de tout le monde, mais assez vaste pour qu'on puisse s'y cacher si on y met un peu de volonté. C'est le genre de ville où le match de football du lycée est l'événement du vendredi soir, où le dîner sert le même petit déjeuner depuis 1974 et où les nouveaux venus sont accueillis avec un sourire poli, mais distant, tant qu'ils n'ont pas survécu à une saison de tornades. C'est justement ce que je recherchais, un endroit où personne ne me connaissait. Avant l'Afghanistan, avant le crash d'évacuation médicale, avant les cauchemars. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce chien vendu $1 allait m'obliger à devenir, malgré moi, un morceau de cette communauté que j'avais longtemps fui. Le trajet du retour depuis les enchères fut un exercice de patience. Fantôme refusait de monter dans mon pick-up. Il tremblait en regardant le haillon ouvert.
Après 20 minutes de murmures apaisants et de gestes lents, il me laissa enfin le soulever pour l'installer dans la cabine. Là, il se plaqua contre la portière passager, comme s'il voulait s'échapper par les vitres. Chaque dos d'âne le faisait sursauter. Chaque voiture croisée le faisait baisser la tête. Quand nous sommes arrivés dans mon allée en gravier, mes phalanges étaient blanches sur le volant. « Bienvenue à la maison », ai-je soufflé, plus pour combler le silence qu'autre chose. Ses yeux ambrés ont brièvement cherché ma voix. Puis il a détourné le regard. Ces yeux-là, je les connaissais. C'était le regard de ceux qui ont vu trop de choses et qui ne peuvent plus les oublier. Sortir du camion fut plus simple que d'y entrer. Dès que j'ai ouvert la portière, il s'était lancé dans la cour. J'ai retenu mon souffle, persuadé qu'il allait fuir à travers bois. Mais il s'est figé à l'orée du porche, muscles tendus, flairant chaque odeur, chaque bruit. « Tout va bien », ai-je dit doucement en gardant mes distances. « Ici, personne ne va te faire de mal. » Il n'avait pas l'air convaincu. César, mon vieux labrador, choisit ce moment pour sortir, traînant ses pattes arrière avec ce bruit caractéristique de souffle et de choc. Fantôme se raidit, un grondement sourd montant dans sa gorge. Mais César, à moitié aveugle et totalement indifférent, se contenta de le renifler avant de s'effondrer sur son coussin favori. « C'est juste César », ai-je expliqué, comme si Fantôme pouvait comprendre. « Inoffensif, sauf si t'es un biscuit. » Je le conduisis sur le côté de la maison, là où Fantôme s'était réfugié dès qu'il avait entendu le moteur du véhicule. Le chien était plaqué contre le mur, tremblant, les pupilles dilatées. « Doucement » murmura Valin, s'abaissant prudemment. Le moine affirme que le chien aurait chargé sa petite fille alors qu'elle passait à vélo. « C'est impossible » rétorquai-je. Fantôme n'a jamais quitté la cour clôturée. Et il passe ses journées collé à moi. Il a peur des inconnus, il fuit, il ne charge pas. Le shérif observa le chien un long moment. « C'est un chien militaire, pas vrai ?» La question me prit au dépourvu. Le vétérinaire pense que oui. Il a un tatouage dans l'oreille. Valin acquiesça. Mon beau-frère a entraîné des chiens à Fort Milton. Je reconnais la posture. Ce chien a vu des choses. Son ton avait changé. Il n'était pas là uniquement à cause de le moine. « Alors, vous allez me forcer à m'en séparer ?» demandai-je. Valin se releva, ses genoux craquant. « Pas aujourd'hui, mais vous avez 2 semaines pour prouver qu'il ne représente aucun danger. Sinon, je serai obligé d'appliquer l'ordonnance municipale. » Il me tendit un papier jaune. « Conseil communal, jeudi prochain. Le moine pousse pour interdire les chiens militaires dans toute la commune. Je pensais que vous aimeriez le savoir. » Dès le départ du shérif, je me lançais dans une première tentative de rééducation. J'avais travaillé avec des soldats atteints de stress post-traumatique. Les principes de base étaient les mêmes. Instaurer un sentiment de sécurité, bâtir la confiance, créer des routines prévisibles. Je commençais par l'alimentation. Plutôt que de remplir simplement sa gamelle, je m'assis au sol, une poignée de croquettes dans la main. « Tu peux manger quand tu seras prêt ? Pas de pression. » Il fallut 45 minutes avant que la faim l'emporte sur la peur. Fantôme s'approcha à petits pas, prit une croquette du bout des dents et recula. On répéta ce manège pendant des heures, jusqu'à ce qu'enfin il accepte de rester à portée de ma main. Le vrai tournant arriva 3 jours plus tard. J'étais assise sur la balancelle du porche, en train de passer en revue les résultats d'analyse transmis par Benoît, quand je murmurais machinalement « Sitz », un mot que j'avais appris d'un médecin allemand à Kandahar. Fantôme se redressa d'un coup et s'assit, parfaitement. Regard fixé, en attente d'une instruction, je murmurais stupéfaite « Tu comprends les ordres en allemand ?» Je testais un autre mot, « Platz ». Il se coucha immédiatement. Bleb, il resta. Fus. Il se plaça à côté de moi, prêt à suivre. Chaque commande déclenchait une réponse automatique, une mémoire musculaire bien ancrée malgré les cicatrices. Et là, pour la première fois, j'ai entrevu ce qu'il avait été. Un soldat, un professionnel, un survivant. Ce soir-là, en brossant son pelage devenu plus brillant, mes doigts heurtèrent un petit objet caché dans la fourrure de son cou. Une médaille métallique dissimulée sous les nœuds. Les gravures étaient partiellement effacées, mais je pouvais lire Delta 7, suivi d'un numéro d'unité militaire. C'était une pièce du puzzle, et ça changeait tout. Cette découverte m'avait donné du courage. Le lendemain, j'appelais le bureau des affaires publiques de Fort Milton. « Bonjour, je cherche à obtenir des informations concernant un ancien chien militaire. » Au bout du fil, une jeune recrue au ton monotone me répondit «
Désolé madame, je ne peux pas vous communiquer d'informations sur un chien militaire sans autorisation officielle. Ce chien a été retrouvé abandonné dans un refuge du comté. S'il appartient encore à l'armée, ne voudriez-vous pas le récupérer? Un silence gêné suivit. Comment avez-vous dit qu'il s'appelait? Delta 7. Nouveau silence. Plus long cette fois. Ne quittez pas. Je fus transféré 3 fois. Finalement, une voix plus ferme répondit « Capitaine Antoine Lenoir, anciennement du 6e groupe d'intervention. On m'a informé de votre appel au sujet d'un chien de désignation Delta 7. » Mon cœur s'emballa. « Oui, je cherche à comprendre d'où il vient. Je ne peux pas parler de cela sur une ligne non sécurisée. Mais je peux vous dire que Delta 7 appartenait à une unité de détection spécialisée déployée en province de Faryab. Son maître était le sergent-chef Lucas Brenner. Ils ont été séparés après un incident en 2020. C'est tout ce que je peux dire officiellement. Savez-vous comment il s'est retrouvé dans un refuge civil? Après la blessure du sergent Brenner, il y a eu des réductions budgétaires. Certains chiens ont été reclassés comme surplus de matériel au lieu de suivre la procédure normale de retraite. Ce n'était pas correct, mais c'est arrivé. Il fallut 3 heures pour le faire entrer dans la maison. Les chats avaient déjà disparu, évidemment. Je lui ai installé un panier dans un coin du salon avec une gamelle de croquettes et un bol d'eau. Je lui ai laissé de l'espace. Ce soir-là, il n'a pas mangé. Il n'a pas dormi non plus. Il est resté debout dans son coin, à m'observer de ses yeux hantés. Le premier véritable défi arriva peu après minuit. En février, en Géorgie intérieure, le temps est imprévisible. Ce soir-là, une tempête éclata sans prévenir. Le premier coup de tonnerre me réveilla en sursaut, cœur battant, le son trop proche des bombardements pour que mon esprit endormi fasse la différence. Le deuxième fut accompagné d'un grand fracas en bas, suivi de griffures frénétiques. Je descendis à toute vitesse. Fantôme tentait de creuser à travers le plancher du salon, les griffes en sang, le corps secoué de tremblements à tel point qu'il peinait à rester debout. Quand je m'approchais, il montra les dents, les yeux fous, perdus quelque part entre ici et un champ de bataille oublié. « Hey, doucement !» dis-je, ma voix aussi calme que possible malgré mon propre cœur qui tambourinait dans ma poitrine. « Tu es en sécurité? Tu es à Chatham, en Géorgie. Ce n'est que du tonnerre. » Je répétais ces mots comme un mantra, me laissant glisser sur le sol à quelques pas de lui. Alors que la tempête faisait rage, je lui parlais de tout et de rien. La météo du lendemain, les ronflements de César, ce fichu robinet de la salle de bain qui fuyait depuis des semaines. Peu à peu, son souffle ralentit, ses yeux s'adoucirent. Et à l'aube, il s'effondra d'épuisement, juste assez près de mes jambes pour que je sente sa chaleur. À cet instant, dans la pénombre du matin et le clapotis de la pluie sur les vitres, une vérité me frappa. Ce chien n'avait pas seulement été maltraité ou abandonné. Il avait été en guerre. Les jours suivants, nous avons établi une routine fragile. Fantôme refusait de manger si je le regardais. Il ne faisait ses besoins qu'à l'extrémité du terrain le plus loin possible de la maison. Il sursautait au moindre bruit soudain, au son d'un moteur, à une porte qui claque. La première fois que j'ai voulu le caresser, il a claqué des dents près de ma main. Puis s'est aussitôt aplati au sol comme s'il s'attendait à recevoir un coup. C'était un réflexe conditionné, un souvenir inscrit dans la chair. Le docteur Benoît Delaunay, le vétérinaire pour qui je travaille, est l'un des rares amis que je me suis fait ici, accepta de venir chez moi plutôt que de forcer Fantôme à affronter le stress de la clinique. Même avec moi tenant la laisse artisanale, il fallut 15 bonnes minutes à Benoît pour s'approcher assez pour une inspection sommaire. « Il a un tatouage dans l'oreille », dit-il en plissant les yeux sous la lumière de sa lampe stylo. « Identification militaire, ce n'est pas un simple chien de compagnie, Clara. Je parierais mon diplôme qu'il a été formé pour le service. » Il réussit à prélever un peu de sang avant que Fantôme perde patience. Il est sous-alimenté, probablement infesté de parasites, et sa patte a clairement été brisée un jour, mal soignée, mal ressoudée, conclut-il en rangeant ses instruments. Mais son plus gros problème, ce n'est ni son poids, ni sa patte. C'est le stress post-traumatique, murmurai-je. Benoît hocha lentement la tête, les yeux graves derrière ses lunettes à monture fine. Comme sa nouvelle maîtresse. À peine le pick-up de Benoît disparut au bout de mon chemin qu'une voiture de la police locale se gara dans ma cour. Le shérif Bernard Valin descendit de son véhicule, son chapeau d'uniforme vissé sur le crâne, le visage fermé. « J'ai reçu une plainte pour chien dangereux », dit-il sans détour, « de la part de Raymond Lemoine, votre voisin.
Il prétend que vous avez ramené chez vous un chien militaire agressif. Je fis face au shérif en tentant de garder un air serein. C'est un berger allemand que j'ai acheté à $1 aux enchères du comté. Il est à moitié mort de faim et il a peur de sa propre ombre. Valin, un homme de 50 ans qui avait été shérif ici depuis plus de 20 ans, n'était pas du genre bavard. Mais il avait toujours été juste. « Je peux le voir ?» demanda-t-il. Surplus de matériel. Le mot me fit l'effet d'un coup de poing. Ces êtres vivants qui avaient servi, risqué leur vie, devenaient des objets rayés d'un inventaire. Et maintenant, on voulait l'effacer comme s'il n'avait jamais existé. Je compris qu'il ne s'agissait plus simplement d'un chien blessé, mais d'une preuve vivante d'un dysfonctionnement plus vaste. Il fallait aller plus loin. Le jour de la réunion du conseil municipal arriva sans la moindre nouvelle de Fort Milton. Je laissai Fantôme à la maison bien en sécurité et me rendis seul au bâtiment administratif de Chatham. La salle de réunion était étonnamment remplie. Raymond Lemoine avait visiblement rassemblé du soutien. Lui-même siégeait au premier rang, grand, imposant, son air revêche bien connu dans toute la commune. Sa famille possédait les terres de voisines depuis des générations et sa parole avait du poids. Le sujet numéro 3 à l'ordre du jour était l'ordonnance sur les animaux dangereux. Quand mon nom fut appelé, je m'approchai du pupitre, paume moite, mes regards déterminés. 5 membres du conseil me fixaient, leur visage allant de l'ennui poli à la méfiance ouverte. « Madame Morel », déclara la présidente du conseil, Monique Lafleur. « Vous êtes ici pour contester la demande de Monsieur Lemoine concernant le chien que vous avez récemment adopté. Un animal supposément issu d'un entraînement militaire, vous avez la parole. » Je pris une profonde inspiration. Ce n'était plus seulement une question de garder Fantôme, c'était une question de le faire reconnaître pour ce qu'il était. Pas un danger à écarter, mais un vétéran abandonné. « Il s'appelle Fantôme », dis-je dans le micro, clairement. « Et avant que vous ne décidiez de son sort, vous devez savoir ce qu'il a fait pour ce pays. » La salle se figea. Je détaillais ce que j'avais vu, sa peur des bruits, sa réaction aux orages, sa mémoire musculaire au moindre ordre allemand. Je montrais la médaille retrouvée dans sa fourrure, mentionnais le tatouage dans son oreille. Ce chien a servi, il a vu le front, il a protégé des soldats. Il a été entraîné, puis abandonné. Et aujourd'hui, on veut encore le rejeter. Le conseiller Pierre-René Chassagne, un ancien commerçant à la retraite, fronça les sourcils. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Morel, un chien formé par l'armée est potentiellement dangereux. On leur apprend à attaquer sur commande. On leur apprend aussi la discipline, répliquai-je aussitôt. Fantôme obéit aux ordres sans faute. Il n'a jamais montré le moindre signe d'agressivité envers mes autres animaux ou envers moi. Ce qu'il manifeste, c'est de la vigilance, de la peur, des symptômes typiques du stress post-traumatique. Le moine se leva alors. « Ma petite fille a failli se faire mordre par ce chien. On va attendre quoi? Qu'il fasse une victime? » « Monsieur le moine, dis-je en me tournant vers lui, votre petite fille est peut-être passée à vélo devant chez moi. Mais Fantôme n'a jamais quitté mon terrain clôturé. Il ne peut pas avoir chargé qui que ce soit. Vous êtes en train de dire que ma petite fille ment? Je dis qu'il y a eu un malentendu, et je demande simplement qu'on me laisse une chance de prouver qu'il ne représente aucun danger. » La présidente Lafleur reprit la parole. « Madame Morel, votre implication est touchante, mais la sécurité de nos citoyens prime. Avez-vous des qualifications pour gérer un animal potentiellement traumatisé ?» Je hochai la tête. J'ai été infirmière militaire pendant 10 ans. J'ai soigné des soldats atteints de stress post-traumatique. Les principes sont similaires. Et je travaille avec le docteur Delaunay, ici à Chatham, qui supervise la réhabilitation de Fantôme. Du fond de la salle, une voix s'éleva. « Je souhaite dire quelques mots. » C'était le docteur Delaunay, vêtu de sa blouse encore tachée d'iode. Il s'avança vers le pupitre. « J'ai examiné ce chien à 2 reprises. Il porte des marques de traumatismes anciens, mais aucun signe d'agressivité n'ont provoqué. Ce qu'il lui faut, c'est un environnement stable. Et Madame Morel est la personne idéale pour lui offrir cette réhabilitation. » Le moine grogna. « On va vraiment attendre qu'il s'en prenne à quelqu'un ?» Benoît ouvrit un dossier. J'ai apporté des documents, recherche vétérinaire sur le stress post-traumatique chez les chiens militaires, j'y joins un protocole de sécurité adapté. Clôture renforcée, muselière en public, suivi vétérinaire régulier. Lafleur consulta les documents, puis les fit passer aux autres conseillers. « Madame Morel, seriez-vous disposée à suivre ces recommandations à la lettre ?»« Absolument, dis-je sans hésiter. Fantôme mérite une chance. » Après une brève délibération, le conseil accepta un compromis. J'aurai 30 jours pour travailler avec Fantôme sous supervision vétérinaire.
À l'issue de cette période, un évaluateur indépendant déterminerait s'il pouvait rester à Chatham. En sortant de la salle, le moine me frôla. Ce n'est pas fini. Ce chien est dangereux. Et bientôt, tout le monde le saura. Les semaines suivantes furent millimétrées. Chaque matin, je commençais par des exercices de confiance autour du repas. Fantôme apprenait que la nourriture venait de moi, que c'était régulier, prévisible, sans menace. On reprit les ordres de base, puis des comportements plus complexes, toujours en récompensant la réussite. Jamais de punition. Petit à petit, son corps changea. Son pelage retrouva de l'éclat. Ses muscles reprirent la forme. Et son regard, il perdit cette lueur éteinte, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de l'attention, voire, timidement, à de l'espoir. Le premier vrai déclic survint un mardi, alors que la pluie martelait les vitres et que le vent faisait trembler les volets. Cela faisait 2 semaines que le conseil m'avait accordé ce sursis. Je m'étais installé sur la balancelle du porche, mon ordinateur portable sur les genoux, en train de consulter des forums vétérinaires spécialisés dans les chiens militaires. Fantôme, lui, somnolait à mes pieds. Puis, une voiture passa dans la rue et son pot d'échappement fit un bruit sec, une sorte de détonation. Fantôme bondit sous la balancelle, son corps tendu, son souffle court. Je fis semblant de ne rien remarquer. Je savais que réagir aurait pu aggraver son stress. Je continuais à lire, silencieuse, et au bout de quelques minutes, je sentis un museau timide se poser contre ma cheville. Je baissai les yeux. Fantôme me regardait. Ses yeux croisèrent les miens, brièvement. Puis il détourna le regard, mais il resta là, en contact. C'était la première fois qu'il initiait un geste de confiance. Je restais immobile, submergé par l'émotion. Ce soir-là, je pris une décision. J'envoyai un message à tous les anciens contacts que j'avais gardés depuis l'armée. Collègues, supérieurs, anciens blessés, tous ceux qui auraient pu croiser un chien nommé Delta 7. J'incluais dans chaque message une photo de Fantôme, une image de son tatouage et une brève explication. La plupart répondirent avec compassion, mais sans information concrète. Jusqu'à ce que, 3 jours plus tard, j'obtienne une réponse inattendue. Elle venait de la lieutenante Sophie Delorme, une ancienne patiente que j'avais soignée en 2018. « Ton chien, m'écrivit-elle, correspond au format d'identification utilisé par certaines unités de détection spéciale en poste en Afghanistan entre 2016 et 2020. J'ai transmis ton message à un officier qui pourrait en savoir plus. Rien de garanti, mais on ne sait jamais. Le lendemain, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je décrochai. « Clara Morel ?» demanda une voix masculine, précise et directe. « Capitaine Julien Navarre, ancien du 5e groupe des forces spéciales. J'ai reçu votre message au sujet de Delta 7. » Mon cœur accéléra. Oui, j'ai besoin de comprendre son passé. Je ne peux pas vous parler des détails sur cette ligne, mais je peux vous confirmer ceci. Delta 7 faisait partie d'une unité de détection affectée à la province de Cunard. Son maître était le sergent-chef Lucas Brenner. Ils ont été séparés après une embuscade fin 2020. C'est tout ce que je peux dire officiellement. Et comment a-t-il pu atterrir dans un refuge ? Navarre hésita. Puis comment sa voix se fit plus grave. Après leur séparation, des réductions budgétaires ont eu lieu. Certains chiens, reclassés comme équipements non prioritaires, ont été cédés à des entreprises privées. Le processus de retraite n'a pas été respecté. Je sentais la colère monter. Ce sont des êtres vivants. Je suis d'accord, madame, mais je ne fais que vous dire ce qui s'est passé. Il marqua une pause. Si vous êtes sérieuse à propos de la réhabilitation de Delta 7, il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer. Jacques Turin. Il dirige un centre spécialisé dans la rééducation des anciens chiens militaires à 1 heure au sud de Chatham. Je vais vous envoyer ses coordonnées. Le centre de Jacques Turin se trouvait au cœur de 40 hectares boisés. Un simple panneau marquait l'entrée. Deuxième chance, K9, des vétérans pour les vétérans. Jacques lui-même était un ancien des forces spéciales, large d'épaules, une jambe prothétique, le regard franc. Après que je lui eus exposé ma situation, il observa Fantôme à travers la clôture d'un terrain d'entraînement. Le chien, fidèle à ses habitudes, restait à bonne distance des 3 autres bergers allemands, l'œil attentif. « Je me souviens de lui, dit Jacques, très bon chien de détection. Détection de quoi ? Explosifs, principalement. Mais aussi armes, caches ennemies. Il scruta Fantôme d'un œil expert. Il est en meilleur état que je ne l'aurais cru, vu ce que tu m'as raconté. Tu sais ce qui lui est arrivé ? Comment il s'est retrouvé dans un refuge de comté ? Jacques hocha la tête, l'air sombre. Officiellement, coupe budgétaire. Officieusement, plus flou. Certains maîtres essaient de récupérer leurs chiens après leur service.
Mais si le chien est encore considéré comme apte, l'armée peut refuser. Et parfois ces chiens développent des troubles, alors ils deviennent des fardeaux. On les refile à des sous-traitants. Et parfois, on les oublie. Je serrai les poings. Ce n'est pas normal. Ils méritent au mieux. C'est pour ça que j'ai créé cet endroit, répondit-il. Je peux t'aider. On a des protocoles spécifiques pour les chiens issus du terrain, mais sache une chose, la guérison n'est jamais linéaire. Il y aura des rechutes. Durant les semaines qui suivirent, Fantôme et moi devînmes des habitués du centre. Jacques m'apprit à canaliser la vigilance extrême du chien en tâches constructives, à désensibiliser ses réactions aux stimuli, à rétablir la confiance à travers des routines stables et prévisibles. À la maison, Fantôme s'épanouissait lentement. Le premier jour où il apporta sa laisse de lui-même posée à mes pieds, yeux brillants d'attente, j'en eus les larmes aux yeux. Le jour où il aboya contre un camion de livraison, j'ai failli applaudir. Ce n'était pas un sursaut de panique, c'était un comportement de chien normal. Un progrès énorme. Pendant ce temps, ma recherche de Lucas Brenner se poursuivait. Jacques lança un appel dans son réseau d'anciens militaires. Mais Brenner restait introuvable. Certains gars ne veulent pas qu'on les retrouve, m'expliqua-t-il. Après ce qu'ils ont vécu, parfois disparaître, c'est la seule échappatoire. Je comprenais. Je connaissais ce besoin de silence. De se couper du monde, c'est par les réseaux sociaux que j'obtins enfin un nouvel indice. J'avais créé une page intitulée « Retrouver le maître de Fantôme ». Avec ses photos, sa médaille, son tatouage. En 3 semaines, elle atteignit plus de 2000 abonnés. Essentiellement des vétérans, des amoureux des chiens, des curieux. Puis un message arriva, une femme nommée Camille Brenner. Je crois que votre chien était dans l'unité de mon frère, Lucas. Il ne parle jamais de sa mission, mais je reconnais ce numéro. Il a perdu son chien lors de son dernier déploiement. Il n'a plus jamais été le même. Camille ne pouvait pas me donner de coordonnées. Son frère avait choisi de vivre isolé après sa sortie, mais elle me promit de lui parler lors de leur prochain appel. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce que j'avais jusqu'alors. À mesure que la date d'évaluation approchait, même Benoît reconnut la transformation de Fantôme. Si je ne connaissais pas son passé, je ne devinerais jamais ce qu'il a traversé, dit-il lors d'un contrôle. Ce que tu as accompli est remarquable. Tout le monde ne partageait pas cet avis. Des rumeurs circulaient à Chatham. Des murmures sur le chien tueur de la vétérinaire, des avertissements glissés aux enfants. Un matin, je retrouvais un panneau cloué à ma clôture, « Chien dangereux. Vous entrez à vos risques et périls. » La patte de Lemoine sans doute. Mais l'incident décisif arriva peu avant l'évaluation. Ce samedi-là, je jardinais tandis que Fantôme somnolait dans un rayon de soleil. Des voix d'enfants résonnèrent au loin. 2 fillettes passaient à vélo. Je reconnus l'une d'elles, la petite fille de Lemoine. Elles ralentirent en voyant le chien. L'une d'elles ramassa une pierre. Avant que je ne puisse réagir, elle la lança par-dessus la clôture. La pierre frappa Fantôme à la hanche. Il poussa un cri, plus de surprise que de douleur, et s'enfuit derrière l'abri de jardin. Les filles rirent, puis en jetèrent d'autres. « Hé, arrêtez ça tout de suite !» criai-je en lâchant ma bêche. Les gamines prirent la fuite en riant, mais pas avant que je voie clairement le regard satisfait d'Émilie, la petite fille de Lemoine. Mes mains tremblaient de rage. Je courus vers Fantôme qui tremblait, recroquevillé, les yeux ronds d'incompréhension. Il ne comprenait pas pourquoi on lui faisait ça. Et moi non plus. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'étais resté sur le porche, Fantôme à mes pieds, la tête posée sur mes genoux comme s'il voulait m'empêcher de sombrer trop loin dans ma colère. Mais le lendemain matin, ma décision était prise. Je me rendis chez les Lemoine. Ce n'était pas de l'impulsivité, c'était de la nécessité. Je refusais de laisser passer ce qui s'était produit. Leur comportement avait dépassé la simple hostilité. Il s'agissait désormais de maltraitance. Madame Lemoine m'ouvrit la porte surprise de me voir. « Monsieur Lemoine est sur la véranda », dit-elle avec cette nervosité permanente qu'elle portait sur le visage comme un voile. Raymond Lemoine m'aperçut en posant son verre de thé glacé sur la rambarde. « Qu'est-ce que vous voulez ?» grogna-t-il. « Je veux savoir pourquoi votre petite fille pense qu'il est acceptable de lancer des pierres sur un animal sans défense. » Dis-je d'un ton que je voulais ferme, mais respectueux. « De quoi vous parlez ?» Émilie et son amie ont jeté des pierres sur Fantôme hier. Il était dans mon jardin derrière une clôture. Il ne faisait rien et elles l'ont attaqué. Son visage se durcit. Ma petite fille ne ferait jamais ça. Mais même si c'était vrai, peut-être qu'elle s'est juste défendue contre un chien dangereux. Il était couché au soleil. Il n'a jamais quitté ma cour. Il n'y avait aucune menace. Vous savez aussi bien que moi que c'est injustifiable. Il descendit une marche, les bras croisés. Tout le monde sait ce que ce chien est.
un chien entraîné pour tuer. Il n'a rien à faire dans un quartier résidentiel. Je sentis quelque chose céder en moi, une barrière de retenue que j'avais patiemment érigée ces dernières semaines. Ce chien a sauvé des vies, monsieur le moine. Pendant que vous étiez ici, assis sur cette véranda, lui, il repérait des explosifs, protégeait des soldats. Il est revenu brisé parce qu'il a tout donné. Et maintenant qu'il a besoin d'aide, on lui tourne le dos, on lui jette des pierres. Dites-moi lequel de vous deux est réellement dangereux. Je tournai les talons. Votre évaluation est dans 3 jours, Madame Morel, lança-t-il derrière moi. On verra bien qui la ville décide de croire. Une étrangère avec un chien militaire ou une famille installée ici depuis 3 générations. Sur le chemin du retour, je repassais cette confrontation en boucle. Peut-être que je m'étais emporté. Peut-être que je venais de compliquer encore plus la situation. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas simplement une histoire de chien. C'était une histoire de reconnaissance, de mémoire, de rédemption. Ce combat n'était plus seulement celui de Fantôme, c'était aussi le mien. À mon retour, il m'attendait devant la porte. Quand je me suis assise sur les marches du porche, vidé, il est venu s'installer contre moi. Et pour la première fois, il a posé sa tête sur mes genoux. Ses yeux ambrés me regardaient sans peur, sans détour, de la confiance, du lien, de la loyauté. On va s'en sortir, lui ai-je promis. Quoi qu'il arrive, on sera ensemble. Mais ce que j'ignorais, c'est que le destin s'apprêtait à bouleverser nos plans. Une tempête, au sens propre, allait tout changer. La veille de l'évaluation de Fantôme, la pluie s'abattit sur la région avec une rare intensité. Le ciel s'ouvrit en grand et transforma ma cour en rivière. Le ruisseau, à l'est de ma propriété, gonflait dangereusement. Je passais la matinée à relire les critères d'évaluation. Pas de comportement agressif, réponse calme à des bruits soudains, tolérance aux étrangers. On avait tout travaillé avec Jacques, mais je savais que l'évaluateur ne viendrait pas avec douceur. À midi, mon téléphone sonna. Alerte météo, inondation imminente sur le comté de Chatham. Je jetai un œil au ruisseau. Il débordait déjà. Fantôme tournait près de la porte, nerveux. « Ce n'est que de l'eau », murmurai-je en le caressant. « On est en sécurité. » Mais quelques minutes plus tard, un autre appel arriva, le shérif Valin. « Clara, on évacue les zones basses de Russell Road. Le niveau du ruisseau dépasse les seuils. Ta maison est un peu plus haute, mais prépare-toi à évacuer au cas où. Besoin d'aide ? Oui, on installe un centre d'urgence au gymnase du lycée. Il manque de personnel médical. Tu peux venir ? » Je regardais Fantôme. Le laisser seul pendant une tempête ? Impossible. Je viens, mais je dois l'emmener avec moi. Il ne peut pas rester ici. Ça risque de faire des vagues, surtout avec le moine dans l'équipe d'évacuation. Il sera muselé et attaché, et peut-être qu'il pourra aider. Il a l'odorat d'un dieu. 1 heure plus tard, nous étions au lycée. La cour était remplie de voitures de secours, de bénévoles et de familles trempées, les bras chargés de sacs et de souvenirs. Fantôme restait collé à ma jambe, anxieux mais obéissant. À l'intérieur, des lits de camp avaient été installés. Une infirmerie improvisée occupait un coin du gymnase. Une infirmière scolaire et un vieux médecin que je reconnaissais de l'église s'occupaient des blessés. Je proposai mon aide. Personne ne posa de questions sur le chien. Tout le monde était débordé. Pendant plusieurs heures, je soignais des plaies, des entorses, des coupures. Fantôme ne me quittait pas. Son calme étonna même les enfants. Un adolescent autiste s'était assis près de lui. Ils étaient là tous les deux, immobiles, liés par un langage que je ne comprenais pas, mais qui semblait faire du bien. Mais tout changea avec l'arrivée de Lemoine. Il entra avec des bénévoles, des caisses de nourriture dans les bras. Il me vit, il vit Fantôme, et son regard s'assombrit. Il fonça droit vers le shérif Valin. Je les vis parler, gestes vifs, regard tendu, puis Valin vint me voir. « Clara, dit-il à voix basse, il va falloir qu'on parle. Le moine demande qu'on éloigne le chien. Fantôme n'a causé aucun problème. Il aide les gens à se sentir en sécurité. Regarde autour de toi. » Effectivement, des enfants le caressaient, des adultes le regardaient avec un sourire en coin. Il apaisait simplement par sa présence. Valin hocha la tête. « Je vois ça. » Mais le moine a fait pression. Il dit que la présence du chien stresse les autres. Et soudain, la porte du gymnase s'ouvrit à la volée. Une femme trempée en état de choc hurla « Ma fille, elle a disparu. Je ne la trouve plus. » C'était la belle-fille de Lemoine. Elle était derrière moi quand l'eau est montée. Maintenant, elle est introuvable. Lemoine se figea. La terreur remplaça la colère sur son visage. Émilie, sa petite fille, avait disparu. Les équipes de secours s'activèrent immédiatement. Valine organisait les groupes, distribuait des lampes, des radios. Moi, je m'approchais. « Je veux aider. Fantôme peut pister. »
Il est entraîné pour ça. Le moine se tourna vers moi, la rage dans les yeux. S'il lui arrive quoi que ce soit à cause de ce chien, je ne l'écoutais pas. Valin hocha la tête. Tu as besoin de quoi? Un objet lui appartenant, un vêtement. Sa mère me tendit un sac à dos. Il y a son pull à l'intérieur, je m'accroupis devant Fantôme. Fantôme cherche. Il renifla le vêtement. Son attitude changea immédiatement. Il se redressa, plus droit, plus précis. C'était comme si un interrupteur s'était enclenché. Il était de retour en mission. Fantôme s'élança dans la nuit, guidé par une concentration féroce que je ne lui avais encore jamais vue. Chaque muscle de son corps semblait tendu vers un objectif unique. Retrouver Émilie, j'avais peine à le suivre à travers les flaques, les branches tombaient et les sentiers boueux. La pluie continuait de tomber à torrents, rendant chaque pas glissant, chaque repère flou. Le ruisseau, d'ordinaire paisible, s'était transformé en torrent brun et grondant. La rive s'effritait à vue d'œil, Fantôme zigzaguait dans les sous-bois, le nez au sol, remontant une piste invisible. Puis de soudain, il s'arrêta, un bref jappement. Il tourna brusquement, quittant le sentier pour s'enfoncer dans une zone boisée, plus dense. J'appelai Valin à la radio. Piste en cours, direction est, sentier forestier, on continue à pied. Le terrain devint plus escarpé, Fantôme accéléra, je trébuchai pour le suivre. Et puis, je l'entendis, une voix, faible, tremblante. À l'aide, quelqu'un, pas une voix d'enfant, un homme. Nous débouchâmes sur une pente boueuse et là, sur un promontoire, au-dessus du ruisseau en furie, je les vis. Daniel Lemoine, le fils de Raymond, coincé sous un tronc d'arbre tombé. Et à ses côtés, recroquevillée, trempée, hurlant de terreur, la petite Émilie. La terre autour d'eux s'érodait à chaque seconde. Le moindre mouvement risquait de les précipiter dans l'eau. Émilie me vit la première et vit Fantôme. Elle hurla encore plus fort. « Le chien, il va me manger !» Son père tenta de la rassurer, mais sa jambe était coincée. Du sang coulait le long de sa cuisse. J'approchai lentement. « Émilie, c'est moi. Fantôme est là pour t'aider. Il est formé pour ça. Comme un sauveteur, comme les pompiers. » Elle secouait la tête, les mains crispées sur son père. « Non, il va me mordre !» Je pris une décision rapide. Fantôme, assis. Il s'exécuta aussitôt. Couché. Il s'allongea, la tête entre les pattes, totalement immobile. « Tu vois, il t'écoute. Il est sage, il était là pour toi. » Elle ne bougeait pas, mais elle me regardait, alors je tendis la main. « Viens, ce n'est pas sûr ici. Le sol est en train de s'écrouler. Viens avec moi. » Émilie, lentement, se détacha de son père. Chaque mouvement faisait crisser la boue. Elle franchit les quelques mètres qui nous séparaient et je la tirai de l'autre côté, vers un sol plus stable. « Maintenant, on va aider ton papa, d'accord ?» Elle hocha la tête. Je m'accroupis près du tronc. Il était massif, détrempé, posé de tout son poids sur la jambe de Daniel. « On va le soulever, un tout petit peu, juste assez pour qu'il se dégage. Fantôme, tire !» Le chien s'approcha de l'autre extrémité. Il attrapa une branche latérale entre ses mâchoires puissantes. « Daniel, à 3, pousse !» 1, 2, 3. Le tronc bougea, légèrement, juste assez. Daniel roula sur le côté en criant. Sa jambe pendait à un angle inquiétant. Le sol trembla sous nos pieds. Un craquement. « On doit partir !» Tout de suite, je passai le bras de Daniel sur mes épaules. Émilie prit la main de Fantôme. Fantôme, avant. Le chien ouvrait la voie, calme, sûr, malgré le chaos autour. À peine avions-nous franchi les quelques mètres qui nous séparaient d'un terrain plus solide que la corniche s'effondra, le tronc disparaissant dans la rivière déchaînée. Émilie poussa un cri, se jeta contre moi. Même Fantôme émit un petit gémissement, sentant l'urgence de la situation. Je fis un garrot de fortune avec ma ceinture pour freiner l'hémorragie de Daniel. Puis j'appelai les secours par radio, victime localisée, une adulte blessée grave, une mineure indemne, position, flanc et Tom 800 mètres du sentier principal, besoin d'évacuation immédiate. Ils arrivèrent mais 20 minutes plus tard. Émilie ne lâcha pas Fantôme d'une semelle. Lorsqu'elle vit les brancardiers emporter son père, elle se retourna vers le chien, le regard sérieux. « Il a sauvé papa ?» Je me penchai à son niveau. « Tu veux lui dire quelque chose ?» Elle hésita, puis très doucement, posa sa main sur la tête de Fantôme. « Je suis désolé de t'avoir lancé des cailloux. Tu es pas un méchant chien. Tu es un chien héros. » Et Fantôme, dans un calme parfait, lui lécha la main. Le regard que Raymond Lemoine posa sur cette scène, en arrivant sur place, restera gravé dans ma mémoire. Un mélange de soulagement, de honte et peut-être d'admiration. Il ne dit rien, il me regarda juste. Puis il tendit la main. « Merci » murmura-t-il. « À vous deux. » Le lendemain, l'évaluation eut lieu.
Et ce fut presque décevant, tant tout semblait déjà joué d'avance. L'histoire de la veille avait fait le tour de Chatham. Le vétérinaire, le shérif Valin, Jacques Turin et même Raymond et Émilie Lemoine étaient là. Tous s'étaient présentés sans qu'on les y invite. Quand l'évaluatrice, une ancienne dresseuse de la police de Valence, arriva sur ma propriété, elle fut accueillie par une sorte de comité d'accueil improvisé. Apparemment, nous avons quelques témoins de moralité, glissa le shérif en souriant. Fantôme exécuta chaque ordre avec calme. Il réagit au bruit sans agressivité. Il toléra la proximité de l'évaluatrice sans frémir. Émilie, assise à l'ombre du vieux chêne, lui fit même une caresse à la fin du test. Je regardais la scène avec un pincement au cœur. Fantôme n'était plus un survivant reclus. Il était reconnu, vu, accepté. Et à ce moment précis, je crus que le plus dur était derrière nous, que l'on avait atteint un point d'équilibre. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que tout cela n'était que le début. L'évaluatrice déclara officiellement que Fantôme ne présentait aucun risque pour la sécurité publique, à condition qu'il soit tenu en laisse dans les zones urbaines et que son entraînement soit maintenu. Le conseil municipal se réunit dans la foulée et vota à l'unanimité pour le laisser rester à Chatham. Le soulagement fut immense. J'avais l'impression de respirer pour la première fois depuis des semaines. Fantôme avait désormais un foyer officiel, une légitimité. Moi aussi d'une certaine manière. Même Raymond Lemoine, visiblement bouleversé par les événements récents, commença à adopter une attitude plus réservée, voire respectueuse. Émilie passait parfois le voir avec des dessins, des biscuits du fait de maison. Fantôme la saluait avec douceur comme un vieux camarade. Mais si mes années passées en zone de guerre m'avaient appris quelque chose, c'était que les périodes de calme étaient souvent les plus trompeuses. La véritable tempête, celle qu'on ne voit pas venir, n'avait pas encore frappé. 3 semaines après l'inondation, alors que j'étais à la clinique vétérinaire, Benoît, le vétérinaire en chef, reçut un appel inhabituel. Il me tendit le téléphone, l'air tendu. « C'est pour toi, Fort Milton, service juridique. » Je pris l'appel, la gorge nouée. « Madame Morel, ici la commandante Patricia Desjardins, du service juridique des armées. D'après nos dossiers, vous êtes actuellement en possession d'un bien militaire identifié Delta 7. » Je me raidis. Son nom est Fantôme. Et ce n'est pas un bien, c'est un chien, un vétéran blessé, que vous avez laissé pour mort. La voix de la commandante restait neutre, impersonnelle. Il semble qu'il y ait eu une erreur administrative. Le chien en question était en attente de réaffectation. Pas de mise à la retraite. Le ministère de la Défense réclame donc sa restitution immédiate. Le monde vacilla autour de moi. Il a été vendu $1 lors d'une vente aux enchères publiques. Il était sous-alimenté, boité, couvert de cicatrices. Et maintenant, vous voulez le récupérer ? Ce n'est pas une demande, madame. Une équipe viendra le récupérer demain matin. Je vous conseille de coopérer, sous peine de poursuite judiciaire. Je raccrochai les mains tremblantes. Benoît avait entendu toute la conversation. Son regard exprimait la même révolte que la mienne. C'est inacceptable. Après tout ce qu'il a fait, ils l'ont abandonné. Et maintenant qu'il est devenu un symbole, ils veulent le reprendre ? Je hochai la tête. Ce n'est pas Fantôme qu'ils veulent, c'est ce qu'il représente. En effet, depuis la médiatisation de son sauvetage, des articles étaient parus dans les journaux locaux, puis régionaux. On parlait du chien héros, de son passé militaire, de sa transformation miraculeuse. Des photos circulaient, et avec elles, des questions embarrassantes pour les autorités. Comment un chien militaire aussi précieux avait-il pu être abandonné ? Comment le système avait-il pu le trahir ? Je contactai immédiatement Jacques. Il répondit au bout de 2 sonneries. Ils ne peuvent pas le reprendre. La loi de 2016 sur les chiens militaires à la retraite est claire. Une fois retraité, le chien devient adoptable. Sauf que, selon eux, il n'a jamais été officiellement retraité, dis-je. Alors on doit prouver le contraire. Jacques réfléchit un instant. J'ai entendu parler d'un ex-maître chien qui aurait servi avec Brenner. Il vit en Caroline du Nord. Peut-être qu'il sait ce qui s'est réellement passé. Je t'envoie ses coordonnées. Cette nuit-là, Fantôme refusa de me quitter. Il dormait à mes pieds, mais ses yeux ne se fermaient pas vraiment. Comme s'il sentait que quelque chose se tramait. À 9h tapantes, le lendemain, une voiture militaire banalisée s'arrêta devant chez moi. 2 soldats en uniforme en sortirent, accompagnés d'un civil en costume sombre, lunettes noires, visage figé. Le shérif Valin était là aussi. Il s'était invité de son propre chef. Il se tenait droit sur le perron à côté de moi, bras croisés, le regard dur. « Madame Morel ?» demanda l'un des soldats. « Nous venons récupérer le chien identifié Delta 7, conformément aux ordres du ministère. Son nom est Fantôme. »
et vous n'avez aucune preuve qu'il est encore une propriété militaire. J'ai ici un ordre de réquisition signé par le colonel Richelieu. Il me tendit un document. Avant que je ne puisse répondre, Valin s'interposa. Cet animal a été acquis légalement lors d'une vente publique. À moins que vous n'ayez un document prouvant qu'il était toujours propriété de l'État, ce papier ne vaut rien ici. La loi locale s'applique. Le civil s'avança, sourcils froncés. Monsieur le shérif, vous interférez dans une affaire militaire. Et vous vous présentez dans mon comté sans mandat civil. Tant que vous n'avez pas les papiers nécessaires, le chien reste ici. Ils repartirent, furieux. Mais je savais qu'ils reviendraient. Et la prochaine fois, ils viendraient avec tout leur arsenal légal. Je devais agir. Le soir même, alors que je rassemblais les documents de Fantôme, un bruit de verre brisé me fit sursauter. Je courus dans la cuisine. Une pierre venait de traverser la fenêtre. Attaché à elle, un papier. Arrête de fouiller ou tu seras la prochaine. Le lendemain matin, Benoît me remit un colis. Il provenait de Caroline du Nord. Une enveloppe brune, scellée, envoyée par Camille Brenner. À l'intérieur, une clé USB, des photocopies et une note griffonnée. Lucas a disparu, mais il m'avait confié ceci. Protège Fantôme. La clé contenait les dossiers militaires de Delta 7, ordre de mission, bilans médicaux et surtout les papiers de sa mise à la retraite signés, datés, tamponnés. Ce document, censé avoir disparu, prouvait que le chien avait bien été retiré du service, et donc que sa réquisition était illégale. Le soulagement fut immense, mais de courte durée, car ce que je n'avais pas encore compris, c'est que Fantôme n'était pas seulement une anomalie administrative, il était la pièce manquante d'un puzzle beaucoup plus vaste, et certaines personnes étaient prêtes à tout pour empêcher que ce puzzle ne soit reconstitué. Je contactai immédiatement Jacques et lui transmis les fichiers. Il les ouvrit, silencieux, son visage se refermant à mesure qu'il parcourait les documents. « C'est du solide », dit-il enfin. « Avec ça, ils ne pourront pas dire qu'il n'a jamais été retraité. Mais il va falloir faire vite. S'ils comprennent qu'on détient ce genre de preuves, ils risquent de devenir plus agressifs. » Et il avait raison. 2 nuits plus tard, j'étais réveillé par un grondement sourd. Fantôme, couché près de la porte, s'était redressé d'un bond, oreilles dressées. Un instant plus tard, une lumière orange envahit les fenêtres de la cuisine. Je courus dehors. Mon garage, celui que j'avais transformé en atelier, était en feu. Les flammes dévoraient déjà les poutres. Le bois craquait, s'effondrait, tandis que la chaleur faisait vibrer l'air. J'appelai les pompiers, puis Valin. Fantôme, lui, tournait autour du bâtiment, prêt à plonger dans les flammes si je ne l'avais pas retenu. Le garage était irrécupérable. Quand les flammes s'éteignirent au petit matin, il ne restait qu'un amas de cendres noircies. Valin s'approcha, mâchoire serrée. « C'est criminel, pas de doute, entrée forcée, accélérant. Clara, quelqu'un veut clairement vous faire taire. » Je me tournai vers Fantôme. Il observait les cendres, le dos droit, la tête haute. Il n'avait plus peur. Il comprenait que ce combat le concernait, lui aussi. Quelques heures plus tard, un message de Camille arriva sur ma ligne sécurisée. « Lucas est prêt à parler. Il veut vous rencontrer. Juste vous et le chien. Il vous attend dans les montagnes de Carver Ridge. Petit chalet à l'écart, route 71, pas de téléphone, pas d'adresse, faites vite. » J'hésitais. Tout cela semblait trop simple, trop dangereux. Benoît me le fit remarquer. « Et si c'est un piège ? Si ce sont les mêmes personnes qui ont incendié ton garage ?» Mais je savais que je n'avais pas le choix. Lucas Brenner détenait peut-être les réponses à toutes les questions. Il était le seul à pouvoir prouver, sans équivoque, ce que Fantôme avait vécu, et pourquoi on voulait le faire disparaître. Alors, à l'aube, je pris la route avec Fantôme. Le trajet jusqu'à Carver Ridge était long, sinueux, bordé d'arbres humides et de brouillard. Fantôme restait assis sur le siège passager, le regard tourné vers la fenêtre comme s'il reconnaissait les lieux. Peut-être un souvenir enfoui, peut-être une simple coïncidence, mais il ne semblait pas inquiet, juste concentré. Après 2 heures de montée, le GPS perdit le signal. Je poursuivis sur la route de terre, m'enfonçant dans la forêt. Enfin une clairière apparut, dominée par un petit chalet de bois brut. Un mince filet de fumée s'échappait de la cheminée. Une femme se tenait sur le perron. Elle avait une 30aine d'années, les traits fatigués. Camille. Elle me fit un signe discret de la main. Je descendis du véhicule, Fantôme à mes côtés. Il s'arrêta net. Son regard se figea sur la porte du chalet. Un homme apparut. Grand, mince, barbe de plusieurs jours, cicatrice sur la joue gauche. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le chien. Fantôme poussa un cri que je ne lui avais jamais entendu. Un couinement aigu, presque un appel. Puis il s'élança, traversa les mètres, qui les séparaient et bondit sur l'homme.
mais pas pour l'attaquer, pour le retrouver, pour pleurer dans ses bras. Lucas tomba à genoux. « Delta! Delta, mon gars! Je pensais que t'étais mort !» Les sanglots le secouaient, les mains agrippées au poil de Fantôme. Ce dernier le léchait frénétiquement, comme pour rattraper toutes les années perdues. Je restais en retrait, submergé. Camille s'approcha de moi, les larmes aux yeux. Il n'a pas prononcé plus de 10 mots depuis son retour des combats. Et là, regarde-le. On entre dans le chalet. L'intérieur était sobre, mais chaleureux. Un feu brûlait dans la cheminée. Lucas n'avait d'yeux que pour Fantôme. Il le suivait du regard comme s'il avait peur qu'il disparaisse à nouveau. « On vous a dit qu'il était mort ?» demandai-je doucement. Il hocha la tête. « Après l'embuscade, ils m'ont évacué en hélico. J'étais à moitié conscient. J'ai demandé où était Delta. On m'a dit qu'il avait été tué par une explosion secondaire, mais c'était faux. » Lucas ouvrit un tiroir et en sortit une boîte en métal. À l'intérieur, des documents, des notes manuscrites et une clé USB. Notre unité ne faisait pas que détecter des explosifs. On validait aussi des cibles avant des frappes de drone. Officiellement, c'était pour vérifier. En réalité, on annulait des frappes erronées. 3 fois, Delta a empêché des massacres. 3 fois, j'ai signalé des erreurs. Il se tut un instant. Et puis, on est tombé dans une embuscade. Le terrain était suspect. Delta l'avait senti. Mais on nous a ordonné d'avancer. J'ai été blessé. Il m'a protégé. Et ensuite, plus rien. Je comprenais maintenant. Fantôme n'avait pas été seulement blessé physiquement. Il avait été arraché à son maître, trahi, isolé, utilisé par une société privée qui exploitait les chiens militaires sans rendre de compte. Ils ont menti à tout le monde parce qu'ils savaient que si Delta parlait, si toi tu parlais, quelqu'un finirait par poser les bonnes questions. Lucas hocha la tête. Et maintenant qu'il est de nouveau sous les projecteurs, il panique. Nous passâmes la nuit à rassembler les documents. Preuve de la retraite de Fantôme, témoignages écrits de Lucas, photos, enregistrements. Dès l'aube, je repris la route. Fantôme ne voulait pas quitter Lucas, mais ce dernier, encore en convalescence, savait qu'il devait rester discret. « Protège-le », me dit-il, et il me tendit une médaille, la nôtre. Je la portais toujours pendant les missions. Elle est à lui maintenant. Nous étions désormais armés de la vérité, mais il restait à l'imposer, et pour ça, il allait falloir affronter ceux qui avaient tout fait pour l'enterrer. Le retour à Chatham se fit sous tension. Fantôme restait silencieux sur le siège passager, mais son regard était plus ancré, plus affirmé, comme si le simple fait d'avoir retrouvé Lucas avait reconnecté quelque chose de profond, de vital. Moi, je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur. Chaque voiture banalisée me semblait suspecte. Chaque virage me donnait l'impression d'être suivi. Quand nous arrivâmes à la maison, Valin était déjà là. Il m'attendait devant la porte avec une expression grave. Ils sont revenus, cette fois avec un vrai mandat. Et un homme en costume. Il prétend travailler pour une organisation de vétérans. Il me montra une carte. Dessus, le nom d'un organisme inconnu, Alliance Patriote pour les anciens combattants. J'haussai un sourcil. Le logo avait été grossièrement imprimé. Et la date de création du site, après vérification, remontait à 3 semaines. C'est une façade, murmurai-je, pour une entreprise privée qui cherche à récupérer ce chien à tout prix. Je partageais avec Valin les documents ramenés de Carver Ridge. Il les parcourut, le regard de plus en plus sombre. C'est plus grave que ce que je pensais. Ils ont dissimulé l'existence de sa retraite. Et maintenant, ils veulent effacer les preuves. Clara, tu ne peux pas rester seule ici. J'ai une meilleure idée, répondis-je. On va rendre l'affaire publique. J'appelai Jacques, Benoît, Camille et même le professeur de l'université vétérinaire. Tous acceptèrent d'apporter leur soutien. Nous organisâmes une conférence de presse improvisée à la mairie. La presse locale répondit immédiatement. Une chaîne régionale envoya une équipe. On leur remit une copie des documents, des témoignages, des photos de Fantôme avant et après sa réhabilitation. Mais surtout, nous leur montrâmes la vidéo du sauvetage d'Émilie. Un enregistrement pris par un secouriste ce soir-là où l'on voyait clairement Fantôme ramener la fillette et son père hors de danger, obéir à chaque ordre avec calme et courage. Le reportage fit le tour des réseaux. Très vite, l'histoire fut reprise par un site national, puis un autre et un autre. En moins de 48 heures, la page « Justice pour Fantôme » dépassa les 30 000 abonnés. Des vétérans laissèrent des commentaires bouleversants. D'anciens maîtres chiens se proposèrent comme témoins. L'affaire n'était plus une simple dispute locale. Elle devenait un symbole. Le symbole de tous les héros oubliés.
Mais au moment même où nous croyions avoir l'opinion publique de notre côté, un nouveau coup tomba. Un matin, alors que je sortais donner à manger au chat, une enveloppe blanche m'attendait sur la table de la cuisine. Je ne l'avais jamais vue, aucune trace d'effraction, juste une feuille à l'intérieur, 5 mots tapés en majuscules. « Arrête de creuser ou meurs !» Je restais figé. Fantôme s'approcha, posa sa tête contre ma hanche. Il avait senti ma peur. J'appelai Valin. Il rappliqua immédiatement avec 2 adjoints. Cette fois, c'est clair, ils sont prêts à tout. Je refusais cependant de céder. Je scannai la note, la transmis à un contact journaliste. Si quelque chose m'arrivait, je voulais que tout soit déjà prêt. La guerre de l'information était lancée. Le lendemain matin, à 8 heures précises, 3 véhicules se garèrent devant chez moi. Un fourgon militaire, un SUV noir et une berline anonyme. Valin, déjà présent, s'adossa calmement à son pick-up. Les portières s'ouvrirent. Un lieutenant descendit, flanqué de 2 militaires, et derrière eux un homme en costume, lunettes teintées, attaché case. Celui-là même qui avait prétendu représenter l'Alliance Patriote. « Madame Morel, nous avons reçu l'ordre officiel de récupérer Delta 7. » Je serrai la médaille que Lucas m'avait remise. Son nom est Fantôme. Et voici ses papiers de retraite signés par votre propre administration avant même son dernier déploiement. Le lieutenant hésita. Le civil s'avança, dévisageant Valin. « Ceci est un ordre fédéral. » Valin se redressa. « Et vous êtes sur ma juridiction. Sans décision d'un juge civil, vous ne touchez à rien. » Et c'est à ce moment précis qu'apparurent Lucas et Camille. Arrivés sans prévenir. Lucas marchait lentement, soutenu par une canne, le visage fermé. Mais ses yeux brillaient. « Je suis le sergent Lucas Brenner. J'ai servi avec Delta 7 pendant 5 ans. Et je suis ici pour attester sous serment de tout ce que vous tentez de dissimuler. » Un silence s'abattit. Le lieutenant semblait désarçonné. Le civil, lui, recula d'un pas. Lucas sortit de sa poche un exemplaire plastifié de la mise à la retraite de Fantôme. Il a servi avec loyauté. Il a été blessé, puis arraché à moi. Vous l'avez brisé. Et quand il a montré au monde de quoi il était encore capable, vous avez voulu le faire taire. Fantôme s'approcha lentement. Il posa sa tête contre la jambe de Lucas et regarda les militaires, pas avec peur, mais avec un calme inébranlable, le genre de calme qu'on acquiert seulement après avoir survécu à l'enfer. Le lieutenant sembla capituler. Nous allons transmettre ces éléments à notre hiérarchie. Le civil, lui, disparut sans un mot. Mais je savais qu'il reviendrait, que cette victoire n'était que temporaire. Mais ce jour-là, Fantôme resta à mes côtés. Et pour la première fois depuis des mois, je laissais mes larmes couler. Pas de peur, pas de douleur, mais de gratitude pour lui, pour Lucas, pour tous ceux qui avaient refusé d'abandonner. Dans les jours qui suivirent, les choses s'accélérèrent. L'histoire de Fantôme fut relayée dans la presse nationale, puis internationale. Des médias de tout le pays contactèrent la mairie de Chatham. On parle de lui comme du chien soldat oublié, devenu le symbole d'un combat plus vaste, celui de la reconnaissance des animaux militaires comme des vétérans à part entière. Lucas et moi, épaulés par Camille, Jacques, Benoît et le professeur Lemoine, rassemblâmes toutes les preuves et montâmes un dossier complet à remettre à un comité sénatorial qui s'intéressait enfin à la question. Pendant ce temps, la pression s'intensifiait. Des menaces anonymes se multiplièrent. Un soir, quelqu'un fit crever les pneus de mon camion. Un autre matin, je retrouvais ma boîte aux lettres arrachée et brûlée. Mais chaque acte de haine semblait renforcer la détermination de Fantôme. Il n'était plus ce chien tremblant au regard fuyant. Il était devenu solide, droit, presque protecteur. Et moi, je n'étais plus seul. Un matin, Valin vint me trouver sur le porche. Il s'assit à côté de moi, les mains jointes. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Il sortit une clé USB de sa poche. C'est anonyme. Reçu par la poste, pas d'expéditeur, mais ce qu'il y a dessus pourrait bien faire tomber tout un système. Je branchai la clé. Dessus, un enregistrement audio de mauvaise qualité mais suffisamment clair. Une réunion, des voix, des noms. L'un d'eux, un haut gradé, évoquait clairement la nécessité de réaffecter certains chiens par des canaux alternatifs pour éviter les formalités administratives. Une autre voix parlait de neutraliser toute fuite ou témoin gênant, humain ou animal. Je sentis le sang quitter mes joues. Valin me regarda. Si c'est ce que je pense, ça va bien au-delà de l'histoire de Fantôme. Il s'agit d'un programme entier, et il faut que tu sois prête. Parce que s'ils réalisent que tu as ça, ils ne reculeront devant rien. Lucas proposa de se rendre à Washington avec moi. Il voulait témoigner devant le comité. Et malgré les risques, malgré sa jambe encore fragile,
Il insista. Nous partîmes, 2 jours plus tard, Fantôme à nos côtés, bien installé à l'arrière du véhicule, le regard attentif au moindre bruit. Arrivés à la capitale, nous fûmes accueillis par une représentante de l'organisation Watchguard qui militait pour la reconnaissance juridique des chiens militaires. Le jour de l'audience, je ne pensais pas que je pourrais parler. La salle du comité sénatorial était imposante, glaciale, remplie de caméras, de journalistes, de visages sceptiques. Mais dès que je posais les yeux sur Fantôme, installé calmement à mes pieds, je sus que je pouvais le faire. Je racontais tout, de la vente à $1 jusqu'à la tentative de réquisition, le traumatisme, la guérison, le sauvetage d'Émilie, et enfin les documents, les menaces, l'incendie. Puis ce fut au tour de Lucas. Sa voix tremblait au début, mais elle se raffermit quand il parla de l'embuscade, des ordres absurdes, des civils que Fantôme avait empêchés de faire tuer, et de la manière dont, après l'hélicoptère, plus personne ne lui parla de son chien. On me l'a arraché, comme s'il n'avait jamais existé, mais il est là, il a survécu. Et c'est grâce à Clara s'il tient encore debout. Puis il se leva lentement, posa la main sur la tête de Fantôme. Ce chien est un soldat, un frère d'armes, et il mérite mieux qu'un oubli bureaucratique. Il mérite une médaille. Les membres du comité restèrent silencieux un long moment, puis l'un d'eux se pencha vers son micro. « Merci, sergent Brenner, Madame Morel. Votre témoignage est éclairant et bouleversant. » 2 semaines plus tard, la nouvelle tomba. Le ministère de la Défense reconnaissait officiellement l'erreur administrative. La mise à la retraite de Fantôme fut validée rétroactivement. Mais, plus encore, une loi fut proposée, baptisée provisoirement Loi Fantôme, visant à garantir que plus jamais un chien militaire ne pourrait être traité comme du matériel, ni être vendu sans évaluation médicale ni traçabilité. L'enquête sur le programme de réaffectation privée fut lancée à huis clos. Mais dans les couloirs du pouvoir, le vent avait tourné. De retour à Chatham, nous fûmes accueillis comme des héros. Mais ce que je retins le plus, ce fut Émilie. Elle m'attendait sur le trottoir, devant ma maison, un dessin à la main. Fantôme et elle, côte à côte, sous un arc-en-ciel. « Tu sais quoi ?» me souffla-t-elle. « C'est mon meilleur ami maintenant ?» Je me tournai vers Fantôme. Il s'était allongé dans l'herbe, au soleil, les yeux à moitié fermés, mais les oreilles toujours aux aguets. Je m'assis près de lui caressai doucement le cou. « Tu n'as jamais été brisé, lui murmurai-je. Tu étais juste fatigué. Et maintenant, regarde-toi. » Mais ce que j'ignorais encore, c'est que l'histoire de Fantôme ne s'arrêtait pas là. Une dernière vérité, enfouie plus profondément encore, allait bientôt refaire surface. Et cette fois, elle ne toucherait pas seulement l'armée, mais la conscience de tout un pays. Quelques semaines après l'audience, alors que la vie à Chatham retrouvait peu à peu son calme, je reçus un appel inattendu. C'était Camille. Sa voix tremblait d'excitation mêlée d'une étrange gravité. « Clara, tu devrais t'asseoir. Ils ont retrouvé une archive oubliée, un rapport classifié. » Elle m'expliqua qu'un employé du ministère, révolté par l'histoire de Fantôme, avait transmis anonymement une copie d'un rapport datant de 2 ans plus tôt. Ce rapport révélait que plusieurs chiens militaires, dont Delta 7, Fantôme, avaient été transférés à une société privée, sans traçabilité, dans le cadre d'un programme expérimental de conditionnement au combat. Ce que Lucas avait pressenti était vrai. Mais ce n'était pas tout. Le rapport mentionnait également les noms des officiers impliqués dans les détournements. Certains étaient encore en fonction. D'autres travaillaient désormais dans le secteur privé, parfois à des postes de direction dans les entreprises mêmes qui avaient profité du transfert illégal des chiens. La conspiration était bien plus vaste et surtout plus systémique qu'on ne l'imaginait. Je passais la journée à lire chaque ligne, chaque annotation, et plus je lisais, plus je comprenais l'ampleur du traumatisme que Fantôme avait dû subir. Ce n'était pas seulement l'abandon, la douleur physique, la perte de son maître, c'était aussi les séances de réentraînement, les méthodes de conditionnement, les tests sensoriels. Il avait été traité comme un objet, une machine à détection, sans égard pour ses émotions, sa loyauté, ni même son passé. Le lendemain, je m'assis avec Lucas sur la terrasse. Nous parlions peu, mais l'essentiel était là. Fantôme, allongé entre nous, leva les yeux vers Lucas puis vers moi, comme s'il comprenait. Comme s'il acceptait que la vérité allait enfin éclater. L'histoire fut publiée dans un grand journal. En première page, le titre « Oublié de la guerre, révélation sur l'expérimentation illégale des chiens militaires ». L'impact fut immédiat. Une commission spéciale fut créée. Plusieurs officiers furent suspendus. Le programme fut démantelé. Et surtout, une réforme complète des droits des chiens militaires fut votée à une vitesse record, la loi Fantôme,
autrefois symbolique, devint une réalité juridique. Elle imposait une transparence totale sur la fin de service des chiens militaires, un suivi vétérinaire obligatoire et la possibilité, pour leurs anciens maîtres, de les adopter prioritairement. Un mois plus tard, dans une cérémonie sobre mais chargée d'émotions, Fantôme reçut une médaille. Pas une médaille militaire ordinaire, mais une médaille créée spécialement pour lui, gravée de ces mots à ceux qui ont servi et qu'on a oubliés, qu'on n'oublie plus jamais. Lucas prononça un court discours, la voix brisée par l'émotion. « Il m'a sauvé la vie plus de fois que je ne peux les compter. Il a servi ce pays avec courage, et quand on l'a trahi, c'est l'amour qui l'a sauvé. » Puis il me regarda. « Merci Clara, pour avoir vu en lui ce que personne ne voulait voir. » Dans les mois qui suivirent, je reçus des centaines de lettres, d'anciens soldats, de familles, d'enfants, des mots simples, des dessins, des témoignages de chiens retrouvés, d'histoires oubliées. Toutes me rappelaient que Fantôme n'était pas une exception. Il était la voix de tous ceux qu'on avait fait taire. Et puis, un soir d'automne, alors que le vent soufflait doucement dans les feuilles dorées, je m'assis sur mon vieux fauteuil en bois sur le porche de la ferme. Fantôme était là, allongé contre moi, sa respiration profonde et régulière. Émilie jouait dans l'herbe avec les chats, ses rires résonnant comme un chant d'espoir. Lucas, désormais installé à Chatham, réparait la vieille grange avec Jacques. La vie reprenait, simple, belle, réparée. Je regardais les étoiles naissantes, et je pensais à ce premier jour, ce dollar que j'avais levé sans réfléchir, ce regard terrifié, cette créature brisée que personne ne voulait, et je me souvins des mots que j'avais murmurés, sans savoir encore ce qu'ils allaient signifier. Personne ne te fera plus jamais de mal. Je n'avais pas seulement tenu cette promesse. Ensemble, nous avions changé les règles du jeu, pour lui, pour les autres, pour nous tous. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous nous regardez. Et maintenant, à bientôt pour une prochaine histoire.